Léonie 18. Parfois, dans cette atmosphère pesante, un incident, digne des Fioretti de François d'Assise, apporte sa note de joie. Sœur Aimée de Sales, qui ne peut rien cacher à sa mère, lui exprime ses angoisses. « Qu'allons-nous devenir, ma mère? Tous nos biens vont être spoliés. » Elle veut bien avoir confiance, mais enfin, nous ne sommes plus au temps des Hébreux. Tout à l'heure, quand nous irons au réfectoire, nous ne trouverons pas d'écailles toutes rôties dans nos assiettes. La mère Françoise de Sales sourit, mais elle n'approuve pas ce fléchissement dans la confiance. J'aurai soin de chacune. Précisément, c'est l'heure du repas. Sœur Aimée de Sales descend au réfectoire, songeuse encore, après les considérations qu'elle vient de faire. Quelle n'est pas sa stupéfaction de voir, devant son couvert, la caille en question, tout apprêté sur un plat. Le père Brisson l'avait reçu d'un ami et envoyé à Sœur Aimée de Sales pour ranimer ses forces. Étrange coïncidence. Bonne leçon d'abandon à la Providence, à l'exemple de la fondatrice. Celle-ci est bouleversée quand il faut engager une postulante ou une jeune sœur à rentrer provisoirement chez les siens. C'est le cas de sœur Jeanne-Madeleine Tracol, qui sera un jour assistante générale. Elle reçoit cette proposition en présence de sœur Madeleine de Sales. L'énergique conseillère, voulant délivrer la fondatrice de supplications déchirantes, s'écrie sans embâche. « Sœur Madeleine, n'insistez pas, faites l'obéissance. » Mais devant les larmes de son enfant, la mère ne peut résister. « Eh bien, ayez confiance, nous allons arranger cela. » Sœur Madeleine partira au Mexique, d'où elle reviendra après quelques années, mettre ses grandes qualités au service de sa congrégation. La petite Aline, devenue sœur Angèle Aimée, reçoit cette lettre de mère Françoise de Sales. « Rassurez-vous, puisque vous voulez bien partager nos épreuves comme nos joies, nous vous garderons toujours parmi nous, quoi qu'il arrive. Nous aimons notre petite enfant, et elle sera toujours nôtre. » Vient l'heure pour la fondatrice de quitter le berceau de l'Institut. Elle ne le fera pas avant d'avoir aidé son bon père à franchir lui-même le pas douloureux. Ce 11 avril 1904, lorsque la voiture du fondateur a disparu à l'angle du faubourg Croncel, elle s'empresse de boucler ses bagages. Le rapide de 11 heures n'attend pas. Il la conduira vers la Suisse avec sa fidèle sœur Aimée de Sales. Soyères, proche de la frontière française, permettra de suivre encore de près les événements. De cette escale bienfaisante, elle rayonnera vers l'Autriche et l'Angleterre avant de gagner Pérouse. Sœur Madeleine de Sales, remarquable femme d'affaires, restera sur la brèche dans la bataille. Elle traversera le jardin pour passer la porte du Lierre. En traversant le jardin pour passer la porte du Lierre, mère Françoise de Sales s'arrête soudain. Il y a 38 ans, jour pour jour, elle franchissait ce même portail pour commencer la congrégation. À la gare, dernier geste d'adieu discret. Le train s'ébranle. L'inspecteur des chemins de fer veille à ce que les voyageuses soient seules dans le compartiment. La fondatrice peut enfin, à son aise, pleurer sur les œuvres dont elle a vu toutes les portes se fermer. Elle aperçoit encore au passage l'œuvre Saint-Jean, le toit de la Visitation. Tant de souvenirs des heures d'allégresse affluent à sa mémoire. L'ouverture du tombeau de la mère Marie de Sales et son titre de vénérable, le retour du père Brisson dans le cher monastère, le sacre de monseigneur Simon, premier oblat missionnaire, les adieux si paternels de monseigneur de Pelaco, nouveau pasteur du diocèse. Bientôt, seule la tour de la cathédrale émerge dans le lointain, puis s'estompe elle aussi. Il ne chantera plus le ramier du vénéré père. Ce matin, on l'a trouvé gisant au pied du sycomore. Un nid détruit, c'est bien cela aujourd'hui, cette grande maison vide. Le 21 novembre dernier, dans la chapelle, toutes les oblates de Troyes, serrées autour de leur père pour le traditionnel renouvellement de leurs vœux, avaient été armées pour la grande épreuve. Mes enfants, vous serez bien heureuses quand on vous persécutera de toute façon,
quand on vous chassera de vos maisons. Alors, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous. Nous sommes à ce moment. Ma fille, je vous laisse tout le fardeau à vous toute seule. Je vous en laisse tout le poids. À Plancy, il y aura peut-être un peu d'air pour moi. Nous serions restés trop concentrés par ici. Le bon Dieu nous sème à tous les vents. Où est-il à cette heure, ce père vénéré? A-t-il bien supporté le trajet? Comment s'est passée l'arrivée à Plancy? Quand le reverrons-nous? Il faut se servir des événements. Le Seigneur a toujours pris notre défense jusqu'ici d'une façon admirable, n'est-ce pas, ma mère? J'aurai soin de chacune. Chapitre 8. Jusqu'à la perfection du jour. Mercredi 11 mai 1904. Le tunnel où s'engouffre le train fait disparaître aux yeux des voyageuses le beau lac Trasimène et ses rivages enchanteurs. Lorsqu'il est franchi, voici Pérouse, perle de l'Ombrie, sertie dans ses collines. De là, souveraine, elle domine toute la vallée. Les tours, les campaniles, les antiques murailles de la ville étrusque, où les ocres des façades flamboient déjà dans le soleil levant. Telle apparaît la cité ombrienne, choisie par Dieu pour être, aux Oblates, terre d'asile au plus fort de l'orage. Émotion et joie des sœurs lorsque la fondatrice arrive à la Coupa. Tout est pauvre, exigu, tellement semblable au commencement de l'Institut. Le maître de la maison, fort heureusement, est bien logé. Une élégante église du XIe siècle fait partie de la propriété. Dans leur dénuement, leur privation même, les sœurs connaissent la joie parfaite. Assises et toutes proches, l'esprit de pauvreté rend ingénieux, et mère Françoise de Sales entraîne les volontés par son exemple. Afin d'éviter une dépense, elle roule soigneusement du papier pour faire des allumettes. Elle prendra au poêle le feu pour sa lampe. Sa chambre, au premier étage, une cellule modeste, donnant sur la cour d'entrée. Elle y passera des heures à sa table de travail. Un peu en marge du mouvement général de la maison, par son ignorance de la langue italienne, elle n'en est que plus libre pour recevoir les sœurs, dépouiller le courrier et s'adonner à sa correspondance. Une supérieure pourra se féliciter d'avoir reçu 33 lettres de sa main. Même en voyage, elle est constante en sa résolution, prise et reprise, de répondre exactement et promptement aux lettres. Cette fidélité pourrait paraître aller de soi. Elle est en réalité le fruit d'un persévérant assujettissement. Elle s'enquiert de chaque sœur, surtout des dernières arrivées. Avez-vous bien tout ce qui vous est nécessaire? Que sœur Jeanne ne s'en rhume pas. Est-elle toujours la petite imprudente? L'intrépide postulante deviendra secrétaire générale. Elle mourra à 101 ans. Parmi ses correspondants, il en est deux pour lesquels l'échange épistolaire est l'expression d'une union de cœur et de pensée ininterrompue. Sœur Madeleine de Sales et surtout le fondateur. Des lettres pleines d'affection arrivent de Plancy. Je vous remercie, ma fille, et je vous bénis, car le travail dans lequel vous m'avez aidé n'a pas été infructueux, et il doit continuer. Ainsi que la bonne mère l'a dit, à produire d'heureux fruits. Vous me garderez bien toujours une grosse et principale part dans ce que vous direz au bon Dieu, et moi je lui dirai que vous êtes ma fille bien-aimée, en laquelle j'ai mis ma confiance et ma plus profonde affection. Parfois les missives trahissent le sentiment d'isolement du père. Quand revenez-vous à Plancy me voir? Je sais bien que nous ne voyageons pas comme les hirondelles, et que la vapeur se fait payer. Cependant, ce me serait une grande consolation de vous voir. Par ici, la vie continue, telle qu'elle a toujours été, bien calme, sans rien d'extraordinaire. Les nouvelles que je reçois de toutes parts me disent que tout va bien. Aussi, tranquillisez-vous. Quand pourrez-vous venir me voir? Dès qu'elle le peut, elle accourt, cette fille bien-aimée. Son amour filial garde toute sa fraîcheur. Je suis revenu un peu fatigué du voyage,
mais l'âme bien fortifiée par mon petit séjour à Plancy. J'ai encore été fortifiée doublement hier en recevant la délicieuse petite image qui me rappelait si bien le pur et grand bonheur que je goûtais il y a 48 ans, à la chère visitation où la petite Léonie recevait de son bon père les premiers encouragements à aimer Dieu et à le servir fidèlement. Aidez-moi à utiliser toutes les grâces que j'ai reçues par votre entremise. De Linz, où prospère le noviciat autrichien, elle écrit « Le courrier est toujours attendu et désiré, et notre entourage nous demande sans cesse de nouveaux récits sur le passé, sur la campagne que vous habitez et que beaucoup ne connaissent pas. Dès notre arrivée en Italie, nous vous donnerons de vraies nouvelles de chaque membre de la famille, mais à chaque étape, nous enverrons une petite carte pour donner signe de vie. » Cette lettre est signée Léonie, et le souci d'exclure toute expression religieuse est évident. La prudence, en effet, est de rigueur, car les courriers sont surveillés. On cherche à vérifier que les congrégations sont bien réellement dissoutes. Toute maladresse pourrait être fatale. Chaque sœur a donc un nom de guerre. Ce langage conventionnel qu'on pourrait appeler lexique parallèle permet de traiter les sujets brûlants. C'est le côté pittoresque de cette période tragique. Méravia sera tante Léonie, sœur Madeleine de Sales, tante Madeleine. La maîtresse des novices sœur Aimée de Sales, tante Aimée. Et ainsi de toutes les supérieures. Le fondateur, Louis-Alexandre Brisson, devient l'oncle Alexandre. Le père Désert, assistant général des Oblats, monsieur Sahara. Le père Désert. L'œuvre Saint-Jean, le Jourdain. Saint-Nicolas, du Saloir. Le liquide le blanc, la belle-mère le noir. Monsieur Vigne, notaire, est monsieur Raisin. Les évêques des différents lieux ayant tous dans leur diocèse à lutter contre un Holoferne sont dénommés Judith. Judith de Troyes, Judith de Paris. Pérouse sur sa colline est le nid d'aigle. Les novices sont les aiglons. Voici quelques extraits anodins, fort explicites, pour les initiés qui les reçoivent. Petit coq, est-il devenu une violette? Voilà la réponse qui m'intéresse. Et si cette transformation est en retard, je souhaite que le printemps l'opère. Monsieur Orlandi vient de faire subir un examen préparatoire aux élèves d'Amata. À cet examen, elles sont toutes reçues. Traduction. Le révérend père Orlandi vient de faire passer l'examen canonique aux novices de sœur Aimée de Sales. Toutes sont prêtes pour la profession. Sœur Madeleine de Sales, aux prises à Troyes avec les grandes affaires de l'Institut, est plus prosaïque. Chère tante Léonie, nos adversaires stupéfient nos amis par leur mauvaise foi. J'ai vu monsieur Raisin fatigué, triste, sans espoir d'aucune sorte maintenant. À moi, cela commence à m'en donner. On ne compte plus sur rien, humainement parlant. C'est elle qui donne l'alerte, quand l'humble demeure abritant le père Brisson va être mise aux enchères publiques. L'angoisse est à son comble. Les fonds manquent absolument. Où trouver un acquéreur? Démarche délicate, d'autant plus qu'il faut tenir le vénérable nonagénaire à l'écart de cet ignoble dessein. Une entière discrétion doit être observée. À cette occasion, sœur Madeleine de Sales peut constater l'humour dont sait faire preuve la Providence. On dit parfois qu'une affaire tient à un fil, celle-ci tient à une dent. Désespérée de ne pas trouver le bienfaiteur escompté, la pauvre économe générale ne voit qu'une solution. Une jeune sœur, très attachée à l'œuvre de Plancy, convaincra son père de faire l'achat de la maison à fonds perdu. Or, une extraction dentaire vient à point nommé apitoyer le père sur la pauvre mine de sa fille. L'affaire est immédiatement conclue. Il reste à débouter tout éventuel concurrent. À Pérouse, mère Françoise de Sales, comme un veilleur, porte dans la prière cette intention chère entre toutes. Sa sérénité ne fléchit pas. Sachons nous tenir fidèles et calmes pendant l'orage. Attendons avec confiance et abandon le secours du Sauveur, sa lumière qui sera notre force. Une nouvelle grâce, un signe, va lui donner raison.
Elle ne sait où puiser les 20 000 francs nécessaires pour empêcher que le pensionnat de Sainte-Savine ne passe en des mains étrangères. Après avoir beaucoup prié, la fondatrice fait célébrer une messe à l'intention de monsieur l'abbé Vivien, décédé, grand bienfaiteur de l'œuvre. Pendant cette messe, alors qu'elle se lève pour aller communier, la voix maintenant bien connue lui dit « Adresse-toi à la comtesse Malval pour le rachat de Sainte-Savine. » La comtesse en question est précisément la nièce du défunt. Mère Françoise de Sales la connaît peu, bien qu'elle soit fille d'une ancienne compagne de la Visitation. Cependant, elle n'hésite pas. Dès la fin de la messe, elle communique à ses conseillères ce message dont elle connaît la provenance. Elle est radieuse. J'ai bien reconnu cette voix. Aussi, je croirais manquer de fidélité à Dieu si je n'écrivais pas immédiatement à cette dame. Elle s'exécute aussitôt. La réponse arrive par retour. La fondatrice, sans l'ombre d'un doute sur son contenu, en prend connaissance. Non seulement elle est favorable, mais la généreuse bienfaitrice exprime sa gratitude de pouvoir ainsi faire fructifier le talent dont elle dispose. L'émotion de mère Françoise de Sales est grande. Elle doit interrompre sa lecture. Elle est dans la joie. À quelque temps de là, elle confie à sœur Aimée de Sales. C'était quelque chose de très doux et en même temps de très fort qui m'a mis au cœur une vraie espérance. La voix que j'ai entendue était bien la même que celle de la veille de l'élection me disant « Tu seras supérieur car je veux tout gouverner ». Je n'ai pas éprouvé d'étonnement au son de cette voix, mais une douce espérance. Aussi, la lettre de la comtesse Malval ne m'a pas surprise, car j'étais sûre de la réponse. Puis, après une petite pause, quand j'y pense, cela m'est extrêmement doux, cela me comble l'âme et me donne un immense désir d'aimer Dieu et de le faire aimer dans la plus large mesure que je pourrais. La force, don de l'Esprit Saint, mère Françoise de Sales en fait preuve en menant à bonne fin l'approbation des constitutions de son institut. La proximité de Rome va servir cette entreprise d'envergure. Le premier livre donné en 1866 par la mère Marie de Sales est réimprimé en 1872. En 1889, sœur Françoise de Sales transcrit l'adaptation rédigée par le père Brisson lui-même et prépare le dossier qui sera remis à Rome. Léon XIII signe l'approbation décennale le 4 mai 1890. Les démarches de 1907 pour l'approbation définitive, laissées en suspens par le remaniement des congrégations romaines, seront reprises en 1909. Suit une série d'allers et retours entre Pérouse et Rome. Mère Françoise de Sales, avec persévérance, effectue les modifications, fournit les précisions demandées. Enfin, le 9 avril 1911, Monseigneur Beda Cardinale, archevêque de Pérouse, transmet à mère Françoise de Sales le texte définitivement approuvé par sa sainteté le pape Pie X, qui a succédé à Léon XIII. Un Te Deum exprime la joie des oblates. Leur mère, en remettant un exemplaire à chacune de ses filles, les engage à y être scrupuleusement fidèles jusqu'à la mort. C'est la pratique de la règle, de nos constitutions et du directoire qui fait la force de l'oblate. Cette grâce obtenue, il convient de se rendre à Rome. Pour la 4e fois, elle rencontrera le futur Saint Pie X. En mai 1904, elle avait eu la faveur d'assister à la messe du Saint-Père et de communier de sa main. Cette fois, le 17 mai 1911, elle est introduite avec ses compagnes dans la bibliothèque privée du pape. Pie X, debout devant son bureau, les reçoit avec bonté. Mère Françoise de Sales, impressionnée, demeure un instant silencieuse, puis, se ressaisissant, elle exprime au Saint-Père la gratitude des oblates pour le sceau approbatif apposé au code de vie de leur congrégation. Après quelques questions, Pie X lui dit « Je vous bénis. Je bénis votre institut, vos sœurs, vos œuvres, et tout ce que vous avez dans l'esprit et dans le cœur. Que cette bénédiction soit pour vous une source de grâce et de consolation, ainsi que pour toutes les œuvres dont vous vous occupez. » Puis, sœur Aimée de Sales présente mère Françoise de Sales comme la première oblate. « Puisque vous êtes la fondatrice,
je vous donne une bénédiction toute spéciale pour vous et pour les œuvres que vous dirigez. Priez pour moi. » De retour à Pérouse, mère Françoise de Sales n'oubliera pas le mot glissé par monseigneur Vivès, préfet de la congrégation des religieux, après s'être réjoui de l'heureux succès de tant de démarches. « Ces choses faites, il reste maintenant à vous sanctifier. » Parmi les lettres testimoniales accompagnant la demande d'approbation des constitutions, la plus précieuse est celle que dicte et signe le père Brisson le 17 janvier 1908. C'est son dernier acte officiel. Il ne verra pas ses filles franchir cette étape qui les unit désormais à la Sainte Église par des liens plus étroits. Vers la fin de l'année 1907, le père s'affaiblit, semble épuisé. Cependant, il reçoit ses visiteurs avec affabilité, manifeste combien il est heureux de leur présence et trouve pour chacun d'aimables paroles. Il sort encore chaque jour en voiture avec le fidèle frère Henri. Il ignore tout du danger qui pèse sur sa maison. Or, dans les premiers jours de janvier 1908, le liquidateur fait annoncer la vente fixée au 12 janvier. Le mobilier sera cédé par lot en février. Au retour d'une promenade, le père Brisson aperçoit de grandes affiches collées sur les murs. Veulent-ils, par hasard, vendre ma maison? Cette découverte l'affecte douloureusement. Dès lors, il ne sortira plus. À Pérouse, mère Françoise de Sales souffre d'être loin. Elle attend des nouvelles. Elles arrivent enfin le 15 janvier. Le bienfaiteur a pu faire l'acquisition souhaitée. Mais, dans la journée du 16, vers 2 heures de l'après-midi, la sœur qui se trouvait près de la fondatrice la voit soudain pâlir. Est-ce un malaise? Non. Mais je crois qu'il arrive quelque chose à notre bon père. Et cela me cause une grande émotion. Le soir même, vers 6 heures, un télégramme arrive de Plancy. Père extrémité, venez de suite. 30 heures de voyage. Retrouverons-nous notre père? À Plancy, celui-ci accueille ses filles en pleine lucidité. D'où venez-vous? Comptez-vous rester longtemps? Il faut rester auprès de votre bon vieux père. Vous me faites un vrai bonheur. Dans la pièce voisine, les événements des jours précédents sont relatés aux voyageuses. L'affaiblissement du père, la syncope, vers 2 heures de l'après-midi, heure du pressentiment de la fondatrice. Les alarmes du médecin, le sacrement des malades, le bon père tout recueilli, serein, fixant le portrait de la mère Marie de Sales. Hier, le malade s'est encore levé et a signé la lettre testimoniale pour Rome. Le père Désert, assistant général des Oblats, est arrivé. La double famille religieuse se rassemble autour du fondateur. Le 29, fête de Saint François de Sales, la fin semble imminente. La fondatrice profite d'un mieux pour introduire les présidentes des œuvres ouvrières de Troyes. Elle demande une bénédiction. Oui, de tout cœur. Puis, regardant longuement sa fille aînée, « Je vous bénis, et je vous aime de plus en plus. » Les cloches sonnent à toute volée en ce matin du 2 février 1908. Il est 10h30. La grand-messe pour la purification de la Vierge Marie va commencer. À 2 pas de l'église, la chambre du fondateur est aussi un sanctuaire. Le père Brisson, autre Christ, célèbre son ultime sacrifice. Tableau final digne d'un Giotto. Le beau vieillard, auréolé de cheveux blancs, rayonne la paix. Le père de Mayerofen lui glisse le crucifix dans une main. L'autre main s'est posée dans celle de sa fille aînée. À 10h40, le fondateur ferme les yeux. Une larme s'échappe. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu ton salut. Après la cérémonie des funérailles à Plancy et le service solennel dans la cathédrale de Troyes, présidé par Monseigneur Monnier, mère Françoise de Sales, perdue dans la foule en civil, suit le cortège qui accompagne au cimetière de Saint-André son vénéré père. Pourtant, la vie continue. La fondatrice va repartir vers l'Italie. Elle doit être plus que jamais la supérieure et la mère puisque le père n'est plus là. De retour à Pérouse, elle poursuit, avec sœur Aimée de Sales,
la constitution des archives de l'Institut. Elle écrit beaucoup, surtout à ses missionnaires. Elle s'intéresse à tous les détails, aux joies, aux difficultés. Il me serait bien bon de songer à m'embarquer pour l'Amérique. Je sens combien il serait utile d'aller à